Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2021. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. L'Inde va présider 3 organes subsidiaires clés du Conseil de sécurité des Nations Unies. La 16e convention Pravasi Bharatiya Divas sera organisée le 9 janvier en format virtuel. Le taux de recouvrement de la Covid-19 en Inde est l'un des plus élevés au monde. Le président américain Donald Trump s'engage à assurer une transition ordonnée du pouvoir. Les principaux démocrates du Congrès américain cherchent à obtenir la destitution de M. Trump après une émeute. Le Congrès américain a certifié Joe Biden comme prochain président et Kamala Harris comme vice-président du pays. Le Bangladesh demande au Pakistan de s'excuser pour le génocide de 1971. Le Bangladesh a résisté à la montée du militantisme avec une main de fer, a déclaré la première ministre Mme Sheikh Hasina. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo prête serment pour un deuxième mandat. L'OMS préconise des mesures plus strictes pour enrayer la nouvelle variante alarmante du coronavirus en Europe. Le Premier ministre japonais exprime sa confiance envers les Jeux olympiques qui se dérouleront malgré l'état d'urgence à Tokyo. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. L'Inde présidera 3 organes subsidiaires clés du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit du Comité contre le terrorisme, du Comité des sanctions contre les talibans et du Comité des sanctions contre la Libye. C'est ça ce qu'a annoncé aujourd'hui le représentant permanent de l'Inde au Conseil de sécurité des Nations Unies, M. T.S. Tirumurti. L'Inde présidera le Comité antiterroriste du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2022. M. Tirumurti a déclaré que la présidence de ce comité avait une résonance particulière pour l'Inde, qui a non seulement été à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, en particulier le terrorisme transfrontalier, mais qui en a aussi été l'une des principales victimes. Il a ajouté que le comité des sanctions contre les talibans a toujours été une priorité pour l'Inde. Compte tenu de son entrée et son engagement pour la paix, la sécurité, le développement et le progrès de l'Afghanistan. M. Tirumurti a déclaré que l'Inde assumera la présidence du comité des sanctions contre la Libye à un moment critique où la communauté internationale se concentre sur la Libye et sur le processus de paix. La 16e convention Pravasi Bharatiya Divas sera organisée demain en format virtuel sur le fond de pandémie de Covid-19. Le thème de la convention cette année est la contribution au programme Inde autonome ou Atmanirbhar Bharat. La convention de Pravasi Bharatiya Divas sera inaugurée par le Premier ministre Narendra Modi et comprendra un discours d'ouverture prononcé par le principal invité Chandrika Prasad Santokhi, président du Suriname. Les gagnants du quiz en ligne sur l'Inde pour les jeunes seront également annoncés. La séance inaugurale sera suivie des 2 séances plénières. La première séance plénière sur le rôle de la diaspora dans Atmanirbhar Bharat comprendra des discours du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce et de l'Industrie. La deuxième séance plénière sur le thème « Relever les défis de l'après-Covid-19 », scénario en matière de santé, d'économie, de relations sociales et internationales, sera animée par le ministre de la Santé et le ministre d'État aux Affaires extérieures. Le président M. Ramnath Kovind prononcera le discours de la victoire à l'occasion de Pravasi Bharatiya Divas. Le gouvernement a déclaré aujourd'hui que le taux de recouvrement de la Covid-19 en Inde est l'un des plus élevés au monde. Dans un tweet, le ministère de la Santé a déclaré que le taux de guérison du pays est de 96,36%. Le taux de guérison de la Covid-19 est 89,36% au Brésil, 81,17% en Russie, 70,68% en Italie, 59,59% aux États-Unis et 47,44% au Royaume-Uni. Le président américain Donald Trump s'est engagé à assurer une transition ordonnée du pouvoir au lendemain de l'assaut du Capitole à Washington par ses partisans, provoquant la condamnation du monde entier. Dans le nouveau message vidéo publié sur Twitter, le président républicain a dénoncé l'odieuse attaque des émetteurs.
M. Trump a déclaré que, comme le Congrès a maintenant certifié les résultats, une nouvelle administration sera inaugurée le 20 de ce mois. Le président Trump a déclaré qu'il se concentre maintenant sur la garantie d'une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et sans heurts. Il a déclaré que ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation. Cette déclaration intervient alors que les démocrates de haut niveau ont demandé sa destitution, 13 jours seulement avant qu'il ne quitte ses fonctions. Les dirigeants démocrates ont demandé la destitution de M. Donald Trump après qu'un groupe de ses partisans ait violemment pris d'assaut le Capitole. Le président de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi, a directement accusé le président M. Donald Trump d'avoir incité à l'insurrection armée contre les États-Unis. Elle a déclaré hier, lors d'une conférence de presse au Capitole américain, que le président avait commis une agression sans nom contre notre nation. Auparavant, Mme Pelosi et le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, avaient été de rejoindre le vice-président Mike Pence par téléphone pour l'exhorter à remplacer M. Trump immédiatement par le biais du 25e amendement à la Constitution, qui permet à un vice-président de remplacer un président s'il est incapable d'exercer ses fonctions. Le vice-président Mike Pence, qui en tant que président du Sénat a supervisé le processus de certification, a confirmé au Congrès que sur les 538 votes du collège électoral, Joe Biden et Kamala Harris ont reçu 306 et Donald Trump et Mike Pence ont reçu 232, ce qui reflète les résultats de l'élection de novembre. La décision a été prise quelques heures après que les partisans de Trump aient pris d'assaut le bâtiment du Capitole à Washington, D.C. L'incident a fait 4 morts. L'état d'urgence a été déclaré pour 15 jours dans la capitale américaine. Le déchaînement s'est produit alors que 2 démocrates ont remporté des sièges au Sénat lors des élections en Géorgie, ce qui a fait basculer l'équilibre des pouvoirs en faveur des démocrates et a ouvert la voie à la prestation de serment de Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis le 20 janvier. La victoire de Joe Biden a été confirmée aux premières heures du jeudi par une session conjointe présidée par le vice-président Mike Pence. Il a qualifié la violence de jour noir dans l'histoire de la capitale américaine. Les objections de certains législateurs républicains à l'annulation du résultat en Arizona et en Pennsylvanie ont également été rejetées. Twitter, Facebook et Instagram ont temporairement suspendu les comptes de M. Trump sur leur plateforme, l'accusant d'avoir enfreint leur réglementation en matière de contenu, après que des violences aient éclaté dans le Capitole américain tôt le matin. Le Bangladesh a demandé au Pakistan de présenter des excuses officielles pour le génocide commis contre la population du pays pendant la guerre de libération du Bangladesh en 1971. Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, M. Shahriar Alam, a déclaré hier à Dhaka au haut-commissaire du Pakistan, M. Imran Ahmad Siddiqui, que ses excuses ainsi que l'achèvement du rapatriement des Pakistanais bloqués au Bangladesh et le règlement de la question de la répartition des avoirs étaient importants pour résoudre les questions bilatérales. Le ministre a exhorté le Pakistan à accorder l'accès à davantage de produits bangladais dans le cadre des dispositions de la zone de libre-échange de l'Asie du Sud et à assouplir la liste négative et les autres barrières commerciales. La première ministre, Mme Sheikh Hasina, a déclaré que le Bangladesh a résisté à la montée du militantisme d'une main de fer et a conservé son héritage culturel et spirituel des nations en harmonie interconfessionnelle. Elle a déclaré que les gens de toutes les religions ont vécu en paix au Bangladesh en entretenant une tolérance mutuelle et qu'ils continueront à le faire dans l'avenir. À l'occasion du 12e anniversaire de son gouvernement hier, dans un discours télévisé à la nation, la première ministre Hasina a rappelé que le Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman prouvait de construire un État démocratique et non communautaire, sans répression ni privation, où les gens, indépendamment de leur religion, de leur caste, de leur croyance et de leur métier, vivraient en paix et dans le confort. Elle a déclaré que son seul objectif était de réaliser le rêve du Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman pour le Bangladesh. Nana Akufo-Addo a prêté serment pour un 2e mandat à la présidence du Ghana, quelques heures après que des échauffourées entre politiciens rivaux aient éclaté au Parlement.
La situation s'est aggravée après qu'un député a arraché un bulletin de vote et a tenté de s'enfuir du bâtiment avec celui-ci, alors que le député était en train de voter sur un nouveau président du Parlement. Des soldats ont été brièvement déployés après les scènes inhabituelles qui se sont déroulées dans l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. Le président a battu son principal rival, l'ancien président John Mahama, lors de l'élection serrée de décembre. Il est confronté au double défi de faire face à la pandémie de coronavirus et d'essayer de relancer l'économie. Le Ghana a eu plus de 50 000 cas confirmés de ce virus et, comme beaucoup de pays, a connu de perturbations économiques majeures. L'Organisation mondiale de la santé, ou l'OMS, a appelé les pays européens à faire davantage pour endiguer une nouvelle variante du coronavirus qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni. Le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, a indiqué que des mesures plus sévères étaient nécessaires pour aplanir la ligne verticale abrupte de l'augmentation des cas dans certains pays. Il a déclaré que 22 pays européens ont désormais des cas de cette variante, qualifiant cette situation d'alarmante. Détectée pour la première fois en novembre, la variante a provoqué une augmentation des cas au Royaume-Uni. Sa propagation a inquiété de nombreux pays européens qui ont déjà imposé un confinement au niveau national pour faire face à une hausse marquée des infections pendant l'hiver. Le Premier ministre japonais, M. Yoshihide Suga, a exprimé sa confiance envers les Jeux olympiques qui auront lieu cet été malgré l'état d'urgence à Tokyo, suite à la recrudescence des cas de coronavirus. Le gouvernement japonais a déclaré que les organisateurs ne ménagent aucun effort pour que les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent en toute sécurité, afin de prouver que l'humanité a vaincu la pandémie de Covid-19. Les nouveaux cas quotidiens de coronavirus au Japon ont dépassé le seuil de 7000 pour la première fois hier. Le gouvernement japonais espère commencer les vaccinations d'ici la fin février. Le Premier ministre Suga a déclaré qu'il était déterminé à organiser cette année les Jeux olympiques et paralympiques qui ont été reportés l'année dernière en raison de la pandémie. L'événement aura lieu du 23 juillet au 8 août 2021, tandis que les Jeux paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre cette année. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le partenariat Inde-Sri Lanka, basé sur la sensibilité mutuelle. Le ministre indien des Affaires extérieures, M. Subramaniam Jaishankar, est en visite officielle de 2 jours à Colombo, à l'invitation de son homologue sri-lankais. Il s'agissait de la première visite à l'étranger du ministre des Affaires extérieures en 2021 et également de la première d'un dignitaire étranger à Sri Lanka au cours de la nouvelle année. M. Jaishankar s'est entretenu avec le président, M. Gotabaya Rajapaksa, le premier ministre Mahinda Rajapaksa, le ministre des Affaires étrangères, M. Dinesh Gunawardena, le ministre des Pêches, Douglas Devananda, l'ancien premier ministre Ranil Wickremesinghe, le chef de l'opposition Sajid Premadasa, le ministre d'État du Logement et des Infrastructures communautaires, M. Jivan Tondaman, et le ministre d'État chargé de développement des zones rurales arriérées, M. Santasivan Vealandran, dirigeant Tamil et aussi avec la communauté d'affaires sri-lankaise. Le principal objectif de la visite était de discuter de toute la gamme des problèmes et de faciliter les processus pour relever les défis spécifiques qui entravent les relations bilatérales. L'un des principaux problèmes est le retard dans la mise en œuvre des mémorandums d'entente et des accords entre les deux pays. Au cours de la visite, le ministre indien des Affaires extérieures a appelé à une mise en œuvre rapide des projets à l'étude dans des domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de la connectivité pour un bénéfice économique mutuel et pour accélérer la reprise économique de Sri Lanka. Après une rencontre avec le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, M. Jaishankar a évoqué l'énorme potentiel du secteur de l'investissement, en particulier dans la zone spéciale pour la fabrication pharmaceutique et le tourisme. Le ministre indien des Affaires extérieures aurait également discuté du développement du terminal conteneur Est, ou TCE, du port de Colombo. En mai 2019, sous l'administration précédente de Sri Lanka,
un accord tripartite a été signé entre Sri Lanka, l'Inde et le Japon pour développer le TCE. L'entrée de l'Inde pour le développement du terminal réside dans le fait que 60 à 70% des affaires du port de Colombo proviennent du transbordement indien. Le partenariat de développement de l'Inde dans le secteur des ressources sociales, communautaires et humaines a apporté une immense contribution à l'amélioration de la vie des habitants de Sri Lanka. Lors de l'interaction avec le dirigeant sri-lankais, M. Jaishankar a fait part de l'intention de l'Inde de poursuivre le partenariat de développement avec Sri Lanka dans les domaines de l'agriculture, de la technologie, des compétences et du développement urbain, ainsi que de la création de centres de formation professionnelle, jugés importants par le gouvernement sri-lankais. Le ministre a également veillé à ce que l'Inde soit prête à renforcer les capacités de Sri Lanka pour faire face aux défis maritimes et de sécurité croissants. M. Jaishankar fait part de l'intention de l'Inde de poursuivre son engagement de coopérer avec Sri Lanka pendant la pandémie de Covid-19, dans la période post-Covid également, en répondant positivement à la demande de Sri Lanka d'accéder au vaccin contre la Covid-19 en provenance de l'Inde. Le ministre indien a également soulevé deux questions importantes en suspens dans les relations bilatérales Inde-Sri Lanka, la question des pêcheurs et la réconciliation des Tamouls. M. Jaishankar a passé en revue la coopération de l'Inde avec Sri Lanka dans le secteur de la pêche à la suite de la dernière réunion du groupe de travail conjoint sur les pêches le 30 décembre 2020 avec le ministre sri-lankais des Pêches, M. Douglas Devananda. Une demande a également été faite pour la libération anticipée des pêcheurs indiens appréhendés par les autorités sri-lankaises. Certains membres de l'actuelle administration à Sri Lanka ont plaidé en faveur de l'abrogation du 3e amendement de la constitution sri-lankaise qui parle de la disposition relative au transfert de pouvoir aux conseils provinciaux. L'amendement a été recommandé lors de la signature de l'accord Inde-Sri Lanka en 1987, puis adopté par le Parlement sri-lankais. Étant donné que l'Inde est attachée à l'unité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale de Sri Lanka, New Delhi est fermement convaincu que le gouvernement sri-lankais doit s'engager à assurer une décentralisation significative. Dans le contexte de développement géostratégique dans la région et des nombreuses spéculations à Sri Lanka sur l'intention derrière le partenariat de coopération apporté à Colombo par les puissances régionales et extra-régionales, la visite du ministre indien des Affaires extérieures a été importante. Cela a bien communiqué le message que l'Inde sera toujours un partenaire fiable et un ami fiable de Sri Lanka, ouvert au renforcement et ses relations fondées sur la confiance mutuelle, l'intérêt, le respect et la sensibilité. Vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par la Dr Gulbil Sultana, analyste sur le Sri Lanka, traduit par Mme Savita Pittanidja, responsable du service français à OSD chez All India Radio et présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.